Donc, nous avons dit qu'au Mouvement pour le Renouveau, nous sommes très attachés aux valeurs républicaines, aux valeurs démocratiques. Et ces valeurs se consolident à travers un dialogue permanent. Parce que nous estimons qu'entre partis politiques, entre acteurs politiques, on peut trouver des solutions à nos différends à travers un cadre qui soit un dialogue ou une concertation, mais un cadre qui nous permet d'échanger nos points de vue afin de trouver un consensus. Donc les dialogues amorcés par le chef de l'État en soi n'est pas une mauvaise chose. Mais là où il y a un petit souci, c'est que ces dialogues ne doivent pas être une occasion pour favoriser un glissement de son mandat. C'est pourquoi nous pensons au Mouvement pour le Renouveau que dialogue oui, mais dialogue sous certaines conditions. Nous avons même lancé un concept en disant nous sommes pour un dialogue inclusif mais sans glissement. Ça veut dire quoi? Nous sommes d'avis avec nos collègues de l'opposition, certains de l'opposition, qui sont contre le dialogue parce qu'ils estiment que le dialogue est une occasion pour que Joseph Kabila se maintienne au pouvoir à travers le fameux glissement. Et nous pensons qu'ils n'ont pas tort de le penser. Et nous sommes aussi d'accord avec ceux qui estiment que le dialogue doit se faire, parce qu'il faut trouver des solutions aux multiples soucis, aux multiples préoccupations que nous avons exprimées ici et là, et nous ne pouvons trouver des solutions qu'à travers un dialogue, mais un dialogue inclusif. Nous l'avons dit au chef de l'État, ça ne sert à rien de faire un dialogue avec un petit groupe de gens. Il l'a fait aux concertations nationales, et les résultats aujourd'hui, nous voyons qu'il revient à la case de départ. S'il faut qu'il y ait dialogue, ce dialogue doit être inclusif, c'est-à-dire que je dirais que la grande partie du peuple congolais doit se retrouver dans ce dialogue. Il faut pas aller dans un dialogue qui ne va concerner que les politiciens qui vont y aller pour se partager le gâteau. Non, le dialogue doit être ce forum ou ce cadre qui va permettre de trouver des solutions aux problèmes qui minent la société congolaise aujourd'hui, aux problèmes qui risquent de nous amener lentement mais sûrement vers le glissement. Alors il y a un groupe de gens dans l'opposition qui estiment qu'il faut maintenir, qu'il ne faut pas aller au dialogue. Et ce groupe-là estime qu'en n'allant pas au dialogue, on va éviter les glissements. Il y en a qui sont sincères, mais il y a ceux-là qui ont un agenda caché. Parce que quand ils disent qu'il ne faut pas aller au dialogue, ils s'estiment justement qu'il y ait glissement pour que quand il y aura glissement, qu'ils aient l'occasion de faire la surenchère et d'obtenir des privilèges par rapport à la situation dans laquelle on va se trouver. Et nous disons non, il faut prévenir justement les glissements. C'est comme ça que nous faisons la symbiose de points de vue de ceux qui sont pour le dialogue et ceux qui sont contre en disant ensemble nous devons discuter, nous devons trouver un consensus au niveau de l'opposition pour, s'il y a dialogue, que le dialogue soit d'abord un consensuel, inclusif, que nous puissions avoir un point de vue commun de toute l'opposition, et de deux, que ce dialogue, dans ce dialogue, qu'il soit mis des garde-fous, suffisamment de garde-fous, pour ne pas permettre à ce qu'il y ait prolongation du mandat du chef de l'État, à ce qu'il y ait tricherie, à ce qu'on obtienne ce qu'ils ont échoué, ce qu'ils n'ont pas pu obtenir à travers la fameuse loi électorale décriée par l'ensemble de la population au mois de janvier, qu'ils ne viennent pas l'obtenir à travers une autre opération qui serait donc le dialogue proposé par les chefs de l'État. Donc nous sommes tout à fait aujourd'hui engagés à promouvoir un dialogue franc, inclusif et, je dis bien, je le répète, sans glissement. Et d'ailleurs, nous nous proposons à ce que l'ensemble des parties prenantes au dialogue s'engagent par écrit qu'en allant au dialogue, il n'y aura pas glissement, il n'y aura pas prolongation du mandat du chef de l'État, il n'y aura pas des effets ou des conséquences qui vont faire en sorte qu'on puisse bousculer le délai constitutionnel qui nous lie tous aujourd'hui. Donc, nous disons, c'est ça le garde-fou le plus important, engagement par écrit par chacun de nous. À ce moment-là, je crois que les gens seront plus détendus, ils iront au dialogue en toute sérénité, ils pourront donner le meilleur d'eux-mêmes pour trouver des solutions aux problèmes qui touchent à la CENI, c'est-à-dire le calendrier
global qui pose problème, il faudra un calendrier consensuel. L'enrôlement des nouveaux majeurs qui pose problème, parce que c'est quand même quelques millions de jeunes gens à qui on va aujourd'hui empêcher d'exercer un droit civique qui est le vote. Des jeunes gens qui ont certainement des choses à dire, qui doivent se choisir leurs dirigeants. Il y a la question qui touche au financement de ces élections. Il faut savoir s'il y a de l'argent pour financer ces élections. Il y a tout un tas de questions que nous devons discuter, et aussi, on ne peut quand même pas s'empêcher de parler de la question du découpage qui a des conséquences sur le plan électoral. Nous avons demandé au chef de l'État qu'on puisse geler l'installation de nouvelles provinces pour permettre à ce que les élections se passent dans de meilleures conditions et qu'on ne puisse pas bousculer davantage la CENI qui peine déjà à réunir assez de fonds pour aller aux élections maintenant, organiser les élections maintenant. Nous avons aussi demandé, d'ailleurs, ça sera peut-être parmi les revendications dans ce dialogue, je dirais même parmi les premières revendications, qui est quand même libération de certains prisonniers que nous considérons comme étant des prisonniers politiques. Et nous ne pouvons pas continuer à dialoguer quand nous savons que les médias proches de l'opposition sont pour la plupart fermés, alors que ces médias-là n'ont fait que leur travail. Nous pensons que le chef de l'État pourrait faire œuvre utile en ordonnant que ces médias travaillent normalement. Donc la question des libertés des uns et des autres, nous allons aux élections. Donc il faut corriger les élections de 2011, les élections chaotiques de 2011. Nous avons tous vu ce que ça a donné. Je crois qu'à travers un dialogue franc, un dialogue sincère, mais un dialogue avec des garde-fous, on peut éviter une catastrophe pour 2016. Et nous souhaitons encore, et nous l'avons dit au chef de l'État, qu'il soit celui-là qui va offrir au peuple congolais une première alternance, une première passation de pouvoir pacifique. Et nous comptons sur lui pour ça, pour qu'il puisse faire ce travail-là, et qu'en 2016, qu'il y ait élection, et que le délai prévu pour faire la passation de pouvoir soit respecté et que l'alternance puisse s'installer dans notre pays. Qu'est-ce qu'il faut pour que l'opposition congolaise accepte ces dialogues? Je vous ai dit que nous sommes en train de faire un travail de lobbying auprès de l'opposition congolaise pour que l'opposition parle d'une même voix. Donc ce qui est plus important, c'est que les collègues comprennent les enjeux. Qu'est-ce que nous avons à gagner, qu'est-ce que nous avons à perdre à aller au dialogue. Je le dis. Aujourd'hui, j'estime que nous avons tout à gagner à organiser un dialogue encadré. C'est-à-dire un dialogue où il n'y a pas une seule possibilité d'obtenir un glissement. Et je le dis, ça nous permet à Joseph Kabila, à la majorité, à l'opposition, de faire un engagement écrit en disant que nous n'allons pas au dialogue pour obtenir un glissement. Si chacun de nous s'engage, je crois que ça devrait rassurer les uns les autres. Parce que comment voulez-vous que les opposants trouvent gain de cause dans toutes les revendications qu'ils ont exprimées ici et là, si ce n'est pas à travers un dialogue? Puisque parmi nos revendications, il y a même un groupe d'opposants aujourd'hui qui sont en train de désavouer Malumalu et la CENI, vous le savez, entre autres UDPS. Vous savez qu'il y a un regroupement de l'opposition, des partis de l'opposition qui ont refusé de présenter des candidatures aux provinciales. Ce sont des opposants. Et vous pensez que nous ne pouvons pas prendre en compte leurs desiderata? Non, nous devons prendre en compte leurs préoccupations. C'est-à-dire que l'opposition est une occasion en plus que nous demandons à l'opposition de faire la fameuse table ronde, qu'on se retrouve. Mais malheureusement, je le dis encore, malheureusement, nous avons dans l'opposition une certaine dissidence de la majorité présidentielle qui est en train de perturber un peu le bon fonctionnement de l'opposition. Qu'à cela ne tienne, je crois que nous sommes suffisamment préparés pour ne pas tomber dans les pièges de la majorité présidentielle qui vient perturber les esprits au niveau de l'opposition. Nous disons, nous allons barrer la route à ceux de l'opposition, en complicité avec la majorité présidentielle, qui veulent nous amener au glissement. Et la meilleure façon d'amener au glissement, c'est de ne pas avoir le dialogue, c'est de ne pas discuter, c'est de laisser entraîner lentement, mais sûrement, vers le glissement annoncé. Parce que si vous ne faites pas la révision du calendrier global, comment vous n'allez pas arriver au glissement? Si vous ne vous rassurez pas des financements, comment vous n'allez pas arriver au glissement? Si vous ne vous rassurez pas aujourd'hui de tous les facteurs qui peuvent concourir
à une organisation des élections apaisées, des élections transparentes et crédibles, comment vous n'allez pas arriver au glissement? Donc il y a des gens qui savent et qui sont en train de militer dans l'opposition, malheureusement pour les glissements. Et ce sont la plupart de ces gens qui empêchent à l'opposition, aux membres de l'opposition, de regarder les choses en face et de dire au chef de l'État et de prévenir la majorité présidentielle que là, vous êtes devant un glissement, vous êtes devant un obstacle que vous devez résoudre rapidement. Si vous ne réglez pas ce problème, nous allons droit vers le mur. Et le mouvement pour le renouveau, nous sommes contre la politique du fait accompli. Qu'on arrive vers le mur pour commencer à discuter. Nous ne voulons pas que le sang du peuple congolais puisse couler pour le plaisir de quelques individus qui veulent que quand ça va couler, quand il y aura les chaos, que leur présence puisse s'imposer dans la discussion avec la majorité présidentielle. Nous disons non, au mouvement pour le renouveau, nous sommes contre les glissements, contre la prolongation du mandat du chef de l'État, mais nous sommes pour des solutions consensuelles afin que les élections se déroulent dans les meilleures conditions. Honorable, selon les informations de notre possession, vous êtes en train de vous battre pour qu'il y ait unité de l'opposition. Et quelles sont les stratégies prises par Clément Kankou pour, n'est-ce pas, éviter qu'il y ait glissement? Non, d'abord l'unité de l'opposition. L'opposition unie va se battre avec des meilleures armes contre toute violation de la Constitution, en l'occurrence les glissements. Donc aujourd'hui, l'opposition n'a pas le choix, doit parler d'une même voix. Comme je le dis, il y a quelques éléments perturbateurs que nous sommes en train de combattre et que nous allons mettre hors d'état de nuire pour permettre à l'opposition de se faire une certaine unité en toute sérénité. Le travail que nous avons commencé à sensibiliser les uns les autres, nous l'avons fait avec des grands partis politiques de l'opposition et nous continuons à faire ce travail. Mais quand les gens ont une mission pour torpiller toutes les actions au niveau de l'opposition, tout ce que nous allons avoir à faire, c'est de les dénoncer publiquement pour que ces gens soient mis hors d'état de nuire. Il n'y en a pas beaucoup, rassurez-vous. Il n'y a que quelques éléments qui jouent à la manipulation et qui veulent torpiller les efforts que les uns et les autres sont en train de fournir aujourd'hui. Mais je peux vous rassurer que la plupart des grands partis de l'opposition, je ne parle pas de partis fictifs, mais des grands partis de l'opposition sont sensibilisés pour que nous puissions obtenir un consensus sur le point de vue de l'opposition, la position commune, la position que nous allons prendre par rapport à aux défis les défis qui sont devant nous, c'est-à-dire les élections. Parce que même tout ce que nous sommes en train de faire tourne autour des élections. Quel genre d'élections nous voulons avoir aujourd'hui? À l'Angoï Moulunda, ou des élections transparentes, crédibles, qui ne vont pas déboucher sur un chaos. Donc je crois que la question qui est posée aujourd'hui, pour obtenir ces consensus, c'est d'abord la sensibilisation. Nous sommes en train de la faire, mais nous constatons aussi que certains membres de l'opposition commencent à évoluer dans leur approche par rapport à la question du dialogue. Et nous estimons que ce n'est pas une mauvaise chose, parce qu'il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis. Mais quand on voit que les choses en face peuvent concourir à obtenir des bonnes élections, ça ne devrait pas nous empêcher, nous, membres de l'opposition, responsables, à nous engager dans une voie qui va nous amener à une organisation des élections apaisées, des élections transparentes. Donc nous faisons ce travail. Nous comptons sur ceux de l'opposition qui peuvent concourir à ce que nous puissions atteindre ces objectifs. Et nous voulons aussi que l'opposition réfléchisse réellement sur des stratégies pour la conquête du pouvoir. L'opposition ne peut pas se contenter de faire de la contestation. L'opposition ne peut pas se contenter de réagir. L'opposition doit mettre en place des stratégies efficaces pour que nous puissions obtenir gain de cause, c'est-à-dire demain conquérir le pouvoir et assurer l'alternance que notre peuple a. Aujourd'hui, croyez-vous aux élections provinciales municipales et locales? Qu'est-ce que je peux dire quand je vois que la CENI se plaint elle-même qu'elle n'a pas de moyens? Vous avez vu, la CENI n'a pas de moyens encore.
Je constate tout simplement que c'est des questions qui peuvent se régler autour d'une table et nous devons trouver des solutions par rapport à certaines élections. Je suis d'avis qu'il faut mettre de côté certaines élections et prioriser les élections qui ont un caractère contraignant. Normalement, l'élection que nous devons tous prioriser, c'est les élections présidentielles et la députation nationale, surtout présidentielle, parce que le présidentiel a des échéances qu'il faut respecter. Et c'est dans la Constitution. Mais les autres élections, je crois qu'en discutant un peu, d'ailleurs les élections locales, comment peut-on en parler aujourd'hui quand la loi sur la répartition des sièges est renvoyée au gouvernement? Comment peut-on croire que ces élections vont se passer au temps prévu par le calendrier de la CENI, ou la feuille de route de la CENI, quand ces élections ne sont même pas, quand la loi qui doit accompagner ces élections n'est même pas encore prête? Je crois que c'est illusoire. Nous voulons rester réalistes. Au mouvement pour le renouveau, nous sommes réalistes, nous sommes pragmatiques et nous sommes sérieux. Nous croyons que nous sommes sérieux, nous regardons les choses en face, nous voyons que là nous sommes devant une difficulté. Le mur est devant nous, mais il y en a qui veulent qu'on cogne dans le mur, qu'on se tape dans le mur pour qu'ils puissent à ce moment-là profiter de la situation, faire de la surenchère et obtenir certains privilèges qu'ils ont perdus il y a pas longtemps. Et ça, ce n'est pas au mouvement pour le renouveau. Est-ce que vous êtes d'accord pour une médiation internationale? Nous sommes d'accord pour n'importe quelle médiation, n'importe quelle facilitation, qu'elle vienne, qu'elle soit internationale, qu'elle soit nationale, qu'elle soit locale. Je crois qu'il faut en discuter. Pour avoir le dialogue, on peut quand même avoir le pré-dialogue. Le chef de l'État a fait des consultations. Mais à ce stade, même pour se mettre d'accord sur la participation de la communauté internationale, la facilitation internationale, on va se mettre d'accord dans quel cas? Parce qu'il y en a qui refusent même d'aller aux consultations, de dire ce que nous sommes en train de dire au chef de l'État. Alors nous allons venir par quelle magie? Ça va s'imposer du ciel, ça tombe, et puis on vous donne une feuille de route. Je crois que même pour avoir le dialogue, il faut qu'il y ait à mon avis, une équipe ou une commission préparatoire. Il faut qu'il y ait une commission préparatoire. Le dialogue ne tombe pas comme ça du ciel. La commission préparatoire peut se mettre d'accord sur les thèmes de référence. Comme quoi, honorable? Les thèmes de référence, j'en ai parlé. Le calendrier global qui pose problème. Et aujourd'hui, nous en sommes où avec les élections locales et cette loi sur la répartition des sièges qui n'est pas prête, qui automatiquement retarde les dépôts des candidatures pour les élections locales. Automatiquement. Et ça, la CENI l'a dit. Parce que cette loi aurait dû être déposée au mois de mars. Et nous sommes aujourd'hui au mois de juin. Et nous tendons lentement et sûrement vers fin juin. Donc déjà, nous avons cette situation. Et la question épineuse de l'enrôlement des nouveaux majeurs. Comment vous voulez laisser sur le bord de la route plus de 5 millions, je dirais même plus, de Congolais en droit de voter, en droit d'exercer leur devoir civique? Je dirais tout simplement que c'est criminel, on ne peut pas accepter ça. Et c'est une source de conflit qu'il ne faut pas accepter. Alors, tout ça, vous allez les régler comment? Vous n'irez pas, comme je l'ai dit toujours, dialogue, oui, mais il faut savoir, on va dialoguer par rapport à quoi? Nous allons dialoguer sur quoi? Première des choses, le dialogue ne concerne pas le délai constitutionnel. Premier verrou, on doit verrouiller le délai constitutionnel d'abord. Dialogue, oui, mais délai constitutionnel, on ne touche pas. Ça veut dire quoi? Passation de pouvoir comme prévu dans la Constitution. Première des choses. Deuxième des choses, le calendrier global proposé par la CENI qui doit déboucher par un calendrier consensuel. Et les problèmes périphériques, comme je l'ai dit, enrôlement des jeunes, le fichier électoral qui pose problème. Vous savez que les fichiers posent problème. Il y en a qui parlent de l'audit du fichier. On doit se mettre d'accord sur le fichier qui nous est présenté aujourd'hui. Rappelez-vous que les opposants ont déposé des propositions concrètes. Parce que le fichier tel que proposé aujourd'hui par la CENI reprend les éléments de dernières élections, alors qu'aujourd'hui, nous tous nous savons que ces éléments ont posé problème réellement, que ces fichiers étaient corrompus. Est-ce que nous allons accepter d'aller encore aux élections avec les mêmes fichiers corrompus? Donc je crois qu'il y a des éléments, il y a des éléments qu'il faut absolument régler.
Mais le plus important, comme je l'ai dit, c'est d'obtenir un calendrier consensuel, mais un calendrier qui soit conséquent par rapport à la situation actuelle, mais surtout de ne pas tomber dans les pièges du glissement. Voilà. Son Excellence, avez-vous un message apprécié à la CENI, à l'opposition et à la population? Voilà, la CENI, certainement pas. La CENI, je crois que tout ce qu'on demande à la CENI, c'est d'écouter, d'accorder une oreille attentive aux acteurs politiques. Mais je crois que les choses vont se passer. La CENI va subir les résultats des concertations entre partis politiques, entre formations politiques, entre les deux groupes, opposition, majorité, certainement associé la société civile. Rassurez-vous, quand on voulait changer Moïse Lunda, ce sont les politiciens qui l'ont fait, et Moïse Lunda est parti, malheureusement il est arrivé. Donc si demain nous voulons régler les choses au niveau de la CENI, ça va se régler chez les politiciens. Nous avons même proposé encore, nous sommes allés plus loin. Nous avons proposé que le dialogue se fasse même à travers une bonne partie, à travers les institutions, parce qu'il y a des cadres de concertation permanents au niveau des institutions. Les groupes parlementaires, par exemple, peuvent être associés à ça, certainement pour ne pas laisser les autres. On peut parler de quelques extras parlementaires de la société civile, mais il y a déjà une ossature sur laquelle on peut s'appuyer. Et vous savez, les Congolais, quand on parle de concertation, si ce n'est pas encadré, vous allez avoir combien de participants? Ça, c'est un problème, mais on peut les gérer à travers les institutions, et là, ça va nous permettre d'avoir un cadre de concertation qui soit responsable et sérieux surtout. Donc je crois que ce que nous pouvons dire à l'opposition, que l'opposition parle d'une même voix. L'opposition ne pourrait être efficace, que ce soit pour le dialogue, que ce soit pour les élections, que ce soit pour quoi que ce soit, que si cette opposition est unie. D'ailleurs, au mois de janvier, si la population a répondu à l'appel de l'opposition, c'est parce que l'opposition, pour une fois, a parlé d'une même voix. Ceux qui ne l'ont pas compris ont vu les conséquences. La population n'est pas prête à s'engager avec des gens, des égoïstes qui ne pensent qu'à eux-mêmes. La population ne peut nous suivre que si nous sommes unis. Et la population l'a exprimé clairement au mois de janvier, quand il y a eu des événements dans ce pays. C'est moi qui vous remercie.